Cole Merrick s'adossa au comptoir de la cuisine, observant sa femme à travers l'arche qui menait à leur salon. Tarrant était assis en tailleur sur le canapé. Le téléphone lui collait à l'oreille, parlant à voix basse, mais s'arrêtant dès qu'il entrait dans la pièce. « Non, je ne peux pas ce soir, » dit-elle en jetant un coup d'œil vers la cuisine. « Je t'avais dit que Cole était là. » La conversation s'interrompit brusquement lorsqu'elle remarqua son regard. Elle posa le téléphone, face cachée, sur la table basse et sourit du même sourire qu'elle arborait depuis 13 ans. Mais quelque chose avait changé dans son regard ces derniers mois. « Qui était-ce » demanda Cole d'une voix neutre. « Juste Emma, du groupe de bénévoles. On organise la collecte de nourriture la semaine prochaine. » Tarrant se leva et lissa son jean. « Je risque d'être en retard demain. On a une réunion de préparation. » Cole hocha la tête, mais son esprit enregistra le mensonge. Tarrant avait mentionné 3 réunions de bénévoles différentes ce mois-ci, toutes les nuits où elle rentrait avec les cheveux empestés par la cigarette et l'eau de Cologne. Elle avait arrêté de fumer 5 ans auparavant, et il ne portait pas d'eau de Cologne. Leur fille Lennox apparut dans l'embrasure de la porte, serrant un éléphant en peluche contre sa poitrine. À 5 ans, elle possédait une conscience troublante des tensions adultes. Son regard sombre se déplaçait entre ses parents comme si elle résolvait un puzzle. « Papa, tu peux me faire la lecture ce soir ?» demanda Lennox. « Bien sûr, ma chérie. » Cole s'agenouilla à sa hauteur. « Va choisir un livre. » Alors que Lennox s'éloignait en sautillant, Cole remarqua le téléphone de Tarrant vibrer contre la table. Le nom d'Emma avait apparu sur l'écran, mais quand Tarrant le vit, elle déclina rapidement l'appel. « Je pensais que tu parlais juste à Emma. » Cole répondit différemment, « Emma. » Le rire de Tarrant semblait forcé. « Tu sais combien il y a d'Emmy dans cette ville. » Ce soir-là, après avoir bordé Linux, Cole resta allongé dans leur chambre à écouter la respiration de Tarrant. Lorsqu'il fut certain qu'elle dormait, il se glissa hors du lit et se rendit dans son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable et consulta leur relevé téléphonique. Le numéro que Tarrant avait appelé lors de ses conversations avec les bénévoles était celui d'un certain Miles Corbin. Son expérience en sécurité informatique lui avait appris à suivre les traces numériques et, en 30 minutes, il avait découvert les profils de Miles Corbin sur les réseaux sociaux, ses antécédents professionnels et son casier judiciaire. Démobilisé pour déshonneur, plusieurs arrestations pour agression, actuellement au chômage, mais parvenant à se payer une cabane en dehors de la ville, Depo serra les dents en parcourant les photos des larges épaules de Miles, de ses tatouages militaires, le genre d'audace que certaines femmes trouvaient irrésistible. Sur plusieurs photos récentes, Cole remarqua un détail qui le glaça. Le même bracelet en argent que Tarrant portait depuis 3 mois. Il ferma l'ordinateur portable et retourna se coucher. Tarrant était allongé dos à lui, son téléphone en charge sur sa table de nuit. Il entendait son cœur battre dans le silence de la pièce, stable, serein, sans culpabilité. Cole fixa le plafond jusqu'à l'aube, ses pensées se cristallisant en une énergie vive et impitoyable. Le lendemain soir, Tarrant annonça une nouvelle réunion de bénévoles. Elle l'embrassa sur la joue et ébouriffa les cheveux de Lennox avant de se diriger vers le garage. « Dis à maman de revenir bientôt » dit Lennox depuis sa place sur le sol du salon où elle coloriait. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ?» Lennox leva les yeux, un crayon posé au-dessus de son dessin. Elle se dirige maintenant vers la maison secrète. Elle a dit que c'était notre endroit spécial, mais je ne l'ai pas encore vu. Le stylo de Cole s'arrêta de parcourir les rapports de travail qu'il était en train de consulter. Quelle maison secrète? Celle du grand monsieur. Maman dit qu'il va prendre soin de nous. Lennox se remit à colorier, inconsciente que ses paroles innocentes venaient de confirmer les pires soupçons de son père. Cole posa ses papiers et s'agenouilla près de sa fille. Lennox, quand maman t'a-t-elle parlé de cette maison? Hier, quand nous sommes allés au magasin, elle a dit que nous pourrions bientôt y vivre et que je pourrais avoir ma propre chambre avec des chevaux au mur. Lennox brandit son dessin d'une maison entourée d'arbres avec 3 bonhommes allumettes devant. C'est moi, maman et le grand monsieur. Où est papa sur la photo? Lennox pencha la tête, pensant que maman avait dit que papa était peut-être trop occupé pour venir. Les mains de Cole restèrent fermes tandis qu'il louait le travail de Lennox, mais en lui, quelque chose de froid et de méthodique prenait forme. Il avait passé des années à sécuriser les systèmes informatiques contre les infiltrations. Il allait maintenant appliquer ces mêmes principes pour protéger sa fille d'un autre type de menace. Ce soir-là, il commença à tout documenter. Deuxième scène, l'effondrement.
3 semaines plus tard, Cole examinait les protocoles de sécurité à son bureau lorsque son téléphone sonna. L'appel indiquait l'école maternelle de Linux. Monsieur Merrick, ici le directeur Davis. Vous devez venir à l'école immédiatement. Lennox a eu un incident. Cole a mis 8 minutes pour se rendre à l'école, mais il a compté chaque seconde. À son arrivée, 2 voitures de police stationnaient sur les places de parking visiteurs, leurs gyrophares projetant des ombres rouges et bleues sur la façade en briques du bâtiment. L'agent Santos l'accueillit à l'entrée principale. Monsieur Merrick, l'état de votre fille est stable, mais nous traitons cette affaire comme un cas potentiel d'empoisonnement. Empoisonnement? Les ambulanciers sont avec elle. Avant que vous n'entriez, Santos posa une main sur l'épaule de Cole. Jetez un coup d'œil à l'intérieur en silence. Nous ne voulons pas la submerger. Cole suivit l'agent dans le couloir administratif en direction du bureau de l'infirmière. Par la porte entr'ouverte, il aperçut Linux allongé sur le petit lit, le visage pâle et les yeux vitreux. Un ambulancier s'agenouilla près d'elle, lui prenant le pouls. Mais c'est la scène près du couloir du personnel qui glaça le sang de Cole. Taran était en pleine conversation avec un homme grand et large d'épaules, une casquette de baseball enfoncée sur le visage. Cole le reconnut immédiatement grâce aux photos publiées sur les réseaux sociaux. Le langage corporel de Miles Corbin Taran était tendu, ses mains gesticulant avec insistance tandis qu'elle parlait à voix basse. « Je t'ai dit d'attendre dans la voiture », siffla-t-elle. « Je voulais être sûr. » Miles se tut en remarquant l'approche de Cole. D'un mouvement fluide, il se retourna et se dirigea rapidement vers la sortie. Arrière, ses bottes résonnant sur le sol ciré. « Monsieur », lui cria l'agent Santos, mais Miles avait déjà poussé la porte de secours, déclenchant une brève alarme. Taran se retourna, le visage empreint d'une inquiétude maternelle. « Cole. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. Il m'appelle juste après t'avoir appelé. » Elle se précipita pour le prendre dans ses bras, mais Cole remarqua le tremblement de ses mains et la façon dont son regard se porta vers la sortie où Miles avait disparu. « Qui est cet homme ?» demanda Cole. « Quel homme ? Je ne sais pas. Je parlais juste au conseiller d'orientation. » La voix de Taran s'éleva. « Cole, notre bébé est malade. On peut se concentrer là-dessus ? » L'ambulancière est sortie du bureau des infirmières. Elle est consciente et réactive. Nous l'emmenons à l'hôpital général de Portland pour observation. Tandis qu'il suivait l'ambulance jusqu'à l'hôpital, Cole conduisait en silence tandis que Taran passait une série d'appels téléphoniques, annulant des rendez-vous et prévenant sa famille. Mais entre 2 appels, il l'observait en vision périphérique. Sa respiration était trop contrôlée. Son inquiétude aussi était palpable à l'hôpital. Le docteur Martinez a posé le diagnostic préliminaire. Linux a ingéré une quantité importante de diénhydroméine, le principe actif du Benadryl. Ce n'est pas mortel, mais la dose était suffisamment importante pour provoquer somnolence et désorientation. Comment cela a-t-il pu arriver ? Demanda Taran. Sa main appuya sur sa poitrine. Nous n'avons même pas de Benadryl à la maison. Les symptômes suggèrent qu'il a été mélangé à de la nourriture. Qu'a-t-elle mangé à midi aujourd'hui ? Je lui ai préparé son déjeuner ce matin, répondit rapidement Taran. Un sandwich au beurre de cacahuète, des tranches de pommes et une brique de jus. La même chose que je fais toujours. Le docteur Martinez prenait des notes sur sa tablette. Nous devrons effectuer des tests supplémentaires, mais elle devrait se porter bien avec du repos et une surveillance. Vous pourrez la ramener chez vous ce soir si son taux se stabilise. Pendant des heures plus tard, ils transportèrent Linux endormi chez eux. Cole l'aborda dans son lit tandis que Taran arpentait le couloir. Le téléphone collé à son oreille. « Non, pas ce soir », murmura-t-elle. « Il s'est passé quelque chose. Je t'appelle demain. » Après que Taran se soit couché, Cole retourna à la cuisine et remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter. 2 boîtes à lunch vides gisaient dans la poubelle. Une rose, une bleue. Linux n'emportait qu'un seul déjeuner à l'école chaque jour où il sortait les 2 boîtes de la poubelle. La rose sentait légèrement le beurre de cacahuète. La bleue avait une odeur différente, quelque chose de médicinal et de sucré, comme un médicament liquide pour enfants. Cole photographia les 2 boîtes, puis les plaça soigneusement dans des sacs plastiques séparés. Dans son bureau, il ouvrit un nouveau dossier sur son disque dur crypté et le qualifia de preuve. La première entrée disait, premier jour, Lennox a empoisonné 2 boîtes à lunch. Taran mentit en disant qu'il n'en avait emporté qu'une.
Le lendemain matin, l'inspectrice Jolene Grave est arrivée chez eux pour interroger les deux parents. C'était une femme compacte d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. C'est la procédure standard pour toute affaire impliquant un enfant ingérant une substance réglementée, a-t-elle expliqué en s'installant dans leur fauteuil du salon. J'ai besoin de comprendre la chronologie des événements. Tarrant s'est assise au bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. J'ai préparé le déjeuner de Linux à 7h30, comme d'habitude. Un sandwich à la dinde, des carottes et de l'eau. Cole a froncé les sourcils. Hier, tu as dit que c'était du beurre de cacahuète. Vraiment? Tarrant a ri nerveusement. J'étais tellement secoué. Tu sais comment le stress affecte la mémoire. L'inspectrice Grave a pris note. Madame Merrick, avez-vous des antihistaminiques chez vous? Non. Enfin, peut-être de vieux comprimés contre les allergies dans l'armoire à pharmacie, mais rien que nous utilisions activement. Linux n'a pas d'allergie. Et dans votre voiture ou votre sac à main? Je ne pense pas. Je n'ai pas vérifié récemment. L'inspecteur se tourna vers Cole. Monsieur Merrick, aviez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de votre fille avant l'incident? Cole choisit ses mots avec soin. Elle a parlé de lieux et de personnes que je ne reconnais pas. Parfois, les enfants ont une imagination fertile, mais elle a mentionné une maison et un homme qui ne font pas partie de notre routine habituelle. Le visage de Tarrant pâlit. Les enfants inventent des histoires tout le temps. Vous savez comme Lennox adore les contes de fées. Quel genre d'histoire? Demanda l'inspecteur Grave. Juste des bêtises sur des maisons secrètes et des aventures. Rien d'inquiétant. Tarrant se leva brusquement. Puis-je servir un café à quelqu'un? Je dois vérifier Linux de toute façon. Alors que Tarrant quittait la pièce, l'inspecteur Grave se pencha en avant. Monsieur Merrick, selon votre avis professionnel, vous travaillez dans la sécurité, n'est-ce pas? Diriez-vous que quelqu'un a eu accès délibérément à la nourriture de votre fille? C'est possible. Cole a dit que l'école avait des protocoles, mais qu'il n'était pas infaillible. À son retour, Tarrant portait un petit flacon de pilule rose. J'ai trouvé ça dans mon sac de sport. J'avais oublié que je l'avais. Elle l'a tendu à l'inspectrice Grave. C'est du Benadryl. Je l'avais acheté il y a des semaines pour une éruption cutanée, mais je ne l'avais jamais utilisé. L'inspectrice Grave a examiné le flacon. L'opercule était brisé et plusieurs comprimés manquaient. Quand êtes-vous allé à cette salle de sport pour la dernière fois? Il y a 3 jours, peut-être 4. Je ne me souviens plus exactement. Cole observait la performance de sa femme avec une lucidité croissante. Chaque incohérence, chaque déviation, chaque geste nerveux créait une image plus claire de tromperie. Tarrant ne mentait pas seulement. Elle se construisait un alibi. Après le départ de l'inspectrice Grave, Cole trouva Tarrant dans leur chambre, assise au bord du lit, la tête entre les mains. C'est un cauchemar, dit-elle. Comment a-t-on pu faire ça à notre bébé? Cole s'assit à côté d'elle, étudiant son profil. L'inspectrice semblait minutieuse. Trop minutieux. Toutes ces questions comme si on était suspect. Tarrant le regarda, les larmes aux yeux. Tu ne penses pas que je ferais du mal à Lennox, n'est-ce pas? Bien sûr que non, dit Cole, mais sa voix était dépourvue de chaleur. Ce soir-là, tandis que Tarrant emmenait Lennox chez le pédiatre pour un rendez-vous de suivi, Cole mena sa propre enquête. Il fouilla méthodiquement leur maison, photographiant tout. Dans la boîte à bijoux de Tarrant, il trouva un deuxième téléphone portable, un modèle prépayé bon marché avec un historique d'appels récents rempli de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Les SMS témoignaient d'un désespoir grandissant. Il faut agir vite. Il commence à se méfier. L'avocat dit qu'il nous faut des preuves documentées d'instabilité ou de maltraitance. Encore un mois et nous aurons tout ce qu'il nous faut. Je ne peux pas continuer à faire semblant plus longtemps. Cole photographia chaque message, chaque journal d'appel, chaque contact. Puis il remit soigneusement le téléphone à sa cachette. Quand Tarrant et Lennox rentrèrent, Lennox courut vers Cole avec un téléphone propre. Un certificat médical. Tarrant semblait plus calme, plus confiante. Le docteur Peterson pense qu'il s'agit probablement d'une exposition accidentelle à l'école, annonça-t-elle. Peut-être que quelqu'un lui a donné quelque chose par erreur ou qu'elle a trouvé des pilules dans la cour de récréation. C'est un soulagement, dit Cole en prenant Lennox sur ses genoux. Mais alors qu'il lisait à sa fille ce soir-là,
Cole avait déjà 3 longueurs d'avance, planifiant l'épreuve dont il aurait besoin et les alliés qu'il devrait recruter. Sa femme avait tenté d'empoisonner leur enfant dans le cadre d'un complot plus vaste, et elle prévoyait de le piéger par la même occasion. Taran avait choisi le mauvais homme à trahir. Je suis rentré au bureau ce soir-là. Cole ouvrit son dossier de preuves et commença à taper. Le deuxième jour, Taran trouva un téléphone secondaire contenant des messages compromettants. Les preuves suggèrent un plan coordonné impliquant de fausses allégations. Le sujet semble escalader la chronologie. Recommander des mesures de protection immédiate pour Linux. En bas, il ajouta une nouvelle section, allié à contacter. Le premier nom qu'il tapa était Rimerick, son cousin et infirmier en traumatologie à Portland General. Le deuxième était Megan Alpay, sa sœur. Un vieil ami, quelqu'un qui comprenait la différence entre justice légale et justice nécessaire. Taran avait déclaré la guerre à leur famille. Cole allait en finir avec un point 3 jours après l'empoisonnement de Lennox. Cole rencontra sa cousine Rina dans un café du centre-ville. Elle arriva directement de l'hôpital, encore en blouse sous son manteau d'hiver. « Tu as l'air affreux », dit-elle en se glissant dans la cabine en face de lui. « J'ai besoin de ton aide. » Cole poussa une clé USB sur la table. « Mais d'abord, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » Rina prit la clé et la tourna entre ses doigts. « Cole, tu me fais peur. Promets-moi que s'il m'arrive quelque chose, quoi que ce soit, tu t'occuperas de Linux. » Que se passe-t-il? Cole choisit ses mots avec soin. Taran n'est pas celle que je croyais. Elle est dangereuse et elle cible Linux pour m'atteindre. Je ne peux pas encore tout prouver, mais je le ferai. René observa son visage. Ils avaient grandi ensemble et elle le connaissait suffisamment pour savoir quand il était sérieux. De quoi as-tu besoin? Une tutelle légale. Papier, accord de garde temporaire, tout ce qu'il faut pour que Lennox puisse rester avec toi en cas de problème. Cole, fais-le, s'il te plaît. Ce soir-là, Cole appela Min Alpay. Son ami décrocha à la deuxième sonnerie, musique et rire en fond sonore. Attendez. Min dit, laisse-moi sortir. Cole attendit, écoutant les bruits de maquin, quittant ce qui ressemblait à un bar. Son ami avait fait de la prison pour grand theft auto dans sa vingtaine, mais il était parti directement après sa libération, ouvrant un petit garage. Malgré tout, fabriquer lui avait permis de conserver certaines compétences et relations qui s'avéraient parfois utiles. Quoi de neuf, mon frère? J'ai besoin de matériel de surveillance, et il me faut du propre. À quel point? Complètement invisible. Pas de dossier, pas de reçu, pas de questions. Megan resta silencieuse un instant. Quand en as-tu besoin? Demain? À ce point. Pire? Le lendemain, Min apporta une petite boîte au bureau de Cole. À l'intérieur se trouvaient 3 caméras sans fil, un traceur GPS et un enregistreur numérique plus petit qu'une carte de crédit. Les caméras ont une autonomie de 90 jours. Min expliquait. Le GPS permet un suivi en temps réel avec une portée de 2 cents. L'enregistreur est à commande vocale et stocke tout dans sa mémoire interne. Combien je te dois? Rien. Mais quand ce sera fini, tu me diras ce qui se passe. Ce week-end-là, pendant que Taran emmenait Linux au parc, Cole installa le matériel. La première caméra fut placée dans la chambre de Linux, positionnée pour enregistrer toute personne entrant. La deuxième fut placée dans la cuisine, focalisée sur la zone où se déroulaient les préparatifs du déjeuner. La troisième, placée dans leur garage, visait la voiture de Taran. Le traceur GPS se fixa magnétiquement au châssis de la Honda de Taran. Il rangea l'enregistreur dans son sac de sport, niché parmi ses vêtements de sport, le dimanche soir. Le réseau de surveillance de Cole était opérationnel. Il pouvait tout surveiller depuis son ordinateur de bureau, en regardant les flux en direct et en visionnant les images enregistrées. Le GPS lui indiquait exactement où Taran allait et combien de temps elle y était restée. Le lundi matin apporta les premiers résultats. Taran l'embrassa au revoir à 7h15, lui disant qu'elle avait des courses à faire avant le travail, mais le traceur GPS la voiture la montrait roulant vers l'est, en direction des contreforts, loin de tout centre commercial ou lieu de travail. Elle se gara à 37 km de la ville et y resta 3 heures. Cole recoupa les coordonnées avec les registres fonciers. L'adresse correspondait à un chalet isolé, enregistré au nom de Miles Corbin. Ce soir-là, lorsque Taran rentra en prétendant avoir passé la journée au centre commercial, Cole ne dit rien, mais il avait consigné chaque mensonge, documenté chaque tromperie.
Comment s'est passée ta journée, demanda-t-il au dîner. Ennuyeuse, juste des courses et du shopping. Tu sais comment c'est. Taran tendit la main par-dessus la table pour lui serrer la main. Je suis désolé d'avoir été si distrait ces derniers temps entre le travail et le bénévolat. J'ai l'impression qu'on se voit à peine. On devrait peut-être prévoir des vacances en famille, suggéra Cole. Un endroit tranquille. Le sourire de Taran vacilla. En fait, je devrais peut-être prendre des vacances bientôt. Ma mère a mentionné qu'elle pourrait avoir besoin d'aide pour des problèmes médicaux. Encore un mensonge. Cole avait appelé la mère de Taran cet après-midi-là juste pour vérifier. La femme était en parfaite santé et n'avait pas parlé à Taran depuis 2 semaines. Après le dîner, Cole aida Linux à prendre son bain pendant que Taran téléphonait dans la chambre, grâce au babyphone. Il entendait des bribes de sa conversation, trop lente. Il ne se doute de rien. Encore quelques semaines et nous serons prêts. Quand Cole borda Lennox dans un lit, elle passa ses bras autour de son cou et le serra plus fort que d'habitude. Papa, tu vas venir vivre dans une nouvelle maison aussi? Quelle nouvelle maison, mon chéri? Celle dont maman parle. Elle dit qu'il y a un grand jardin et que je peux avoir un poney. Cole serra les dents. Maman t'a emmené voir cette maison? Pas encore, mais elle me montre des photos sur son téléphone. Le grand homme y habite maintenant. Mais maman dit qu'il y a de la place pour nous tous. Tous? Lennox hocha la tête solennellement. Sauf peut-être toi. Maman dit que tu devrais rester ici parce que tu aimes le travail plus que nous. Cole s'efforça de garder son calme. Ce n'est pas vrai, Lennox. Je t'aime plus que tout au monde. Je sais, papa. Je l'ai dit à maman. Mais elle a dit que parfois, les papas changent d'avis. Ce soir-là, Cole a visionné les images de la caméra de la cuisine de la semaine précédente. Le jeudi matin, il a vu Taran préparer 2 déjeuners identiques pour Lennox. Elle a préparé le premier normalement, puis en a préparé un deuxième dans lequel elle a écrasé 2 pilules roses dans le sandwich au beurre de cacahuète. Elle avait jeté le premier déjeuner et envoyé Lennox à l'école avec celui empoisonné. Cole a enregistré la vidéo dans son dossier de preuve et a ajouté une nouvelle entrée. 8e jour, preuve vidéo d'un empoisonnement délibéré. Taran se prépare pour la phase suivante du plan. Le sujet manipule activement Linux avec de faux récits sur l'avenir de la famille. Il montait un dossier solide, mais le temps pressait. Les commentaires innocents de Linux montraient clairement que Taran accélérait son calendrier. Le samedi suivant, alors que Taran assistait à une autre réunion de bénévoles fictive, Cole décida de se rendre au chalet de Miles Corbin. Il appela Maquin, qui accepta de le soutenir. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il alors qu'il remontait la route sinueuse de montagne. « Il faut que je voie ce qu'elle prépare. » La cabane se trouvait dans une clairière entourée de fourrure douglas, suffisamment isolée pour que le voisin le plus proche soit à 800 mètres. Le camion de Miles n'était pas dans l'allée, mais Cole pouvait voir des traces de pneus indiquant une activité récente. « Comment comptez-vous gérer ça ?» demanda Minute. « Attention, j'ai juste besoin de photos et d'informations. On n'est pas là pour voler quoi que ce soit. » La porte d'entrée était verrouillée, mais Min sortit une petite trousse en cuir de sa veste. « Certaines compétences ne s'oublient pas, » dit-il en manipulant la serrure avec une aisance experte. À l'intérieur, la cabane était dépouillée, mais habitée. Un coin était rempli d'équipements militaires, gilets tactiques, matériel de camping et ce qui semblait être du matériel de survie. Des cartes couvraient un mur, indiquant les itinéraires passant par l'Oregon, l'État de Washington et le Canada. Mais c'est la chambre du fond qui glaça le sang de Cole. Quelqu'un l'avait transformée en chambre d'enfant. Des rideaux roses étaient accrochés aux fenêtres et des décorations sur le thème des chevaux couvraient les murs. Un petit lit était posé contre un mur, déjà fait de draps à l'effigie des princesses Disney. Des vêtements d'enfants étaient accrochés dans le placard, tous à la taille de Lennox. « Mon Dieu !» murmura Minute, « depuis combien de temps est-ce prévu ?» Cole photographia tout, les mains fermes malgré la rage qui le rongeait. Sur la table de nuit, à côté du lit de l'enfant, il trouva un dossier contenant des documents juridiques. Sa tension artérielle grimpa en flèche à la lecture. Des formulaires de transfert de garde portant la signature de Terran déjà notariés. Un faux certificat de naissance mentionnant Miles Corbin comme père de Lennox. Des documents de voyage pour entrer au Canada sans passeport. Mais la preuve la plus accablante était une chronologie manuscrite affichée au mur au-dessus d'un petit bureau. Chronologie pour quitter le pays.
Semaine 1, documenter le comportement erratique de Cole. Semaine 2, établir des preuves de maltraitance ou de négligence. Semaine 3, déposer une ordonnance de protection. Semaine 4, audience d'urgence pour la garde. Semaine 5, disparaître avec elle avant la procédure d'appel. Ils étaient actuellement dans la 3e semaine. Cole photographia la chronologie et chaque document du dossier. Dans un tiroir sous le bureau, il trouva des courriels imprimés entre Tarrant et Miles, discutant en détail de leur plan. Cole commence à se méfier, mais il n'a aucune preuve. L'essentiel est de le faire paraître instable lors de l'enquête des services de protection de l'enfance. L'avocat affirme qu'un seul incident documenté de mise en danger d'enfants suffirait pour une garde d'urgence. Pouvez-vous gérer cette partie? Déjà en cours. Le temps que quelqu'un comprenne ce qui se passe réellement. Si c'est arrivé, nous serons de l'autre côté de la frontière. Making montait la garde pendant que Cole documentait méthodiquement tout. La chambre n'était pas seulement préparée pour Lennox. C'était une vie complètement alternative. Prête à être activée dès que Tarrant pourrait légalement retirer leur fille à Cole. Il faut qu'on y aille, dit Min depuis le salon. Un camion remontait l'allée. Cole remit rapidement tout à sa place et rejoignit Min à la fenêtre. Le pick-up de Miles serpentait sur le chemin de terre, à quelques minutes de là. Ils sortirent par la porte arrière et se frayèrent un chemin à travers les arbres jusqu'à l'endroit où ils avaient garé la voiture de Maquin, à 800 mètres plus loin. Alors qu'ils s'éloignaient, le téléphone de Cole vibra, accompagné d'un SMS de Tarrant, en retard. « Ne m'attends pas, qu'est-ce que tu joues maintenant ?» demanda Minute. Cole fixait la forêt qui s'assombrissait par la fenêtre passager. « Je vais la laisser se pendre. » Cette nuit-là, Cole chargea toutes les photos et tous les documents dans son dossier de preuves cryptées. Le dossier contenait désormais plus de 200 documents, des séquences vidéo, des données de localisation GPS, de faux documents juridiques, des enregistrements de conversations et des preuves photographiques de préméditation. Mais il n'était pas encore prêt à agir. Le plan de Tarrant consistait à le faire passer pour instable ou violent. S'il agissait trop vite, elle pourrait faire passer ses actions pour un comportement paranoïaque, ce qui pourrait donner du crédit aux fausses accusations qu'elle préparait. Cole commença alors à préparer sa propre stratégie juridique. Il contacta un avocat spécialisé en droit de la famille et fit conserver des copies de ses preuves dans plusieurs lieux sécurisés. Il mit à jour son testament et ses polices d'assurance, garantissant ainsi à Aria la capacité juridique de s'occuper de Lennox s'il lui arrivait quelque chose. Plus important encore, il commença à documenter son propre comportement avec la même attention méticuleuse qu'il avait portée à Terence. Enregistrement vidéo de ses interactions avec Lennox, photos horodatées de leurs activités ensemble, et des journaux détaillés de sa routine quotidienne. Lorsque Tarrant agirait enfin, il aurait la preuve irréfutable de sa stabilité et de son dévouement envers sa fille. La guerre s'était intensifiée, mais Cole se battait désormais sur plusieurs fronts. Et contrairement à sa femme, il construisait un dossier qui tiendrait la route au tribunal. Mardi matin, Cole se réveilla et trouva le côté du lit de Tarrant vide. Elle sortit de la salle de bain entièrement habillée, ses mouvements vifs et déterminés. « Je demande une ordonnance de protection aujourd'hui », annonça TL sans préambule. Cole posa lentement sa tasse de café. « Quoi ? Je ne peux plus faire ça, Cole. La façon dont tu agis ces derniers temps, à me regarder remettre constamment en question tout ce que je dis. Hier soir, tu m'as fait peur. De quoi parles-tu ? Je me suis couché à 22 heures. Tu es resté sur le pas de la porte à me fixer pendant 20 minutes. Quand je t'ai demandé ce que tu voulais, tu t'es éloigné sans rien dire. » La voix de Tarrant prit une tournure tremblante. « J'ai peur de ce que tu pourrais faire. » L'esprit de Cole s'emballa. Il était resté dans son bureau jusqu'à minuit à travailler sur des rapports de sécurité, loin de leur chambre, mais il garda une voix calme. « Tarrant, ça n'est pas arrivé. Ne me fais pas de mal. » Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers le garage. « J'emmène Lennox chez ma sœur, puis je vais au tribunal. »« Tu ne peux pas emmener Lennox sans quoi ? Je suis sa mère. » Cole la suivit jusqu'au garage où Lennox était assise dans son siège auto, désorientée par le brouhaha matinal. « Papa, on part en voyage ?» demanda-t-elle. « Juste chez tante Kelly » dit Tarrant en démarrant le moteur. « Papa a des choses à régler. » Alors qu'il sortait de l'allée en marche arrière, Cole se tenait dans le garage, regardant sa femme kidnapper sa fille en plein jour. Sous l'apparence d'un bâillon maternel et inquiet, un adjoint du shérif était à sa porte avec une ordonnance de protection temporaire.
Il était interdit à Cole de contacter Tarrant ou Lennox, de s'approcher de leurs écoles ou lieux de travail, ou d'entrer dans toute résidence où ils pourraient séjourner. Il s'agit d'une procédure standard, a expliqué l'adjoint Martinez. Vous aurez une audience dans les 10 jours pour contester l'ordonnance. Cole a lu le document et a relevé les incidents inventés par Tarrant, comportement agressif, menaces de violence, sautes d'humeur imprévisibles et toxicomanie. Que des mensonges, mais suffisamment détaillés pour paraître crédibles. Cet après-midi-là, Kelly Merge, des services de protection de l'enfance, est arrivé pour une inspection d'urgence du domicile. C'était une femme mince d'une 50aine d'années, au regard perçant et à l'air impatient. Monsieur Merrick, je suis ici pour évaluer la sécurité du domicile suite à des allégations de violence conjugale et de mise en danger d'enfants. Cole l'a guidé dans la maison, répondant à ses questions sur ses horaires de travail, les modalités de garde des enfants et sa relation avec Lennox. Kelly a inspecté la cuisine, notant l'organisation et la propreté. Elle a examiné la chambre de Lennox, photographiant les jouets et les livres. Votre femme prétend que vous avez un comportement paranoïaque et que vous portez des accusations concernant sa fidélité, a déclaré Kelly en s'installant dans le salon avec son bloc-notes. Avez-vous vu des preuves à l'appui de ces affirmations? Kelly a consulté ses notes. Elle a mentionné que vous la suiviez et l'interrogiez sur ses activités. Je m'inquiète de certaines incohérences dans ses récits. N'importe quel mari le serait. De quel genre d'incohérence s'agit-il? Cole s'est rendu à son bureau et est revenu avec un dossier imprimé. Madame Mertz, dans ma profession, j'analyse les menaces de sécurité en recherchant des schémas et des données. Lorsque j'applique ces mêmes principes au comportement récent de ma femme, plusieurs signaux d'alarme apparaissent. Il a ouvert un dossier et y a étalé des captures d'écran imprimées de relevés téléphoniques, de données GPS et d'images de surveillance. Ce sont des journaux de contact avec Miles Corbin, un homme au casier judiciaire que ma femme affirme ne pas connaître. Voici les données GPS de sa voiture montrant des visites répétées chez lui. Et voici des images de surveillance de notre cuisine la montrant en train d'empoisonner délibérément le déjeuner de notre fille. L'attitude de Kelly changea tandis qu'elle examinait les preuves. Son inspection superficielle se transforma en un examen détaillé et ses questions devinrent plus pointues. Pourquoi n'avez-vous pas signalé l'empoisonnement immédiatement? Je rassemblais des preuves pour obtenir une condamnation. La sécurité de ma fille exigeait une certitude absolue quant à la menace. Ce niveau de surveillance suggère quoi? Que je protège ma famille grâce aux compétences que j'ai développées professionnellement. La voix de Cole resta calme, mais son regard était dur. Madame Mertz, ma femme, tente d'enlever notre fille en se servant de fausses allégations comme couverture. J'ai des documents prouvant qu'elle planifie cela depuis des mois. Kelly passa une heure supplémentaire à examiner les preuves de Cole. Lorsqu'elle eut terminé, elle se rassit dans son fauteuil, l'air troublé. Monsieur Merrick, ce sont des accusations graves qui nécessitent une enquête. Cependant, compte tenu de la nature des preuves et du récent incident médical de votre fille, je recommande que Lennox soit placé en détention provisoire en attendant un examen complet. Avec qui? Avez-vous un membre de votre famille qui pourrait servir de tuteur d'urgence? Cole a fourni les coordonnées de Renée ainsi que les documents de garde qu'ils avaient préparés la semaine précédente. En quelques heures, Linux a été transféré dans l'appartement de Renée, à l'abri des deux parents pendant que l'enquête se poursuivait. Ce soir-là, Cole, assis dans sa maison vide, examinait l'erreur tactique de Tarrant. En agissant trop vite et en proférant des accusations qui pouvaient être réfutées, elle a déclenché une enquête légitime qui allait révéler tout son plan. Son téléphone a sonné à 20 heures. Le nom de Renée est apparu à l'écran. Elle va bien, a immédiatement dit Renée. Effrayée et confuse, mais physiquement en bonne santé. Que t'a-t-elle dit? Beaucoup de choses qui ne collent pas, elle n'arrête pas de demander quand elle va voir la maison avec les chevaux, et elle craint que tu sois en colère contre elle. J'ai besoin de la voir. Pas encore. Mais Cole, quoi que Tarrant lui ait dit, Linux sait que tu es le parent sûr. Elle m'a demandé 3 fois si tu venais la chercher. Après l'appel, Cole a ouvert son dossier de preuves et a commencé à préparer l'audience pour la garde. Tarrant avait forcé sa main, mais elle était également entrée directement dans un piège de sa propre fabrication. Le détective Grave est revenu à l'enquête avec une nouvelle intensité à la suite du rapport de Kelly Mertz aux forces de l'ordre. Armée des preuves de Cole et un mandat de perquisition, elle a exécuté une enquête approfondie sur Tarrant et Miles Corbin. La première pause est survenue lorsque le laboratoire du crime a traité la bouteille de pilule que Tarrant avait trouvée dans son sac de gym.
Non seulement ses empreintes digitales étaient partout, mais les dossiers d'achat ont montré qu'elle l'avait acheté 3 jours avant l'incident d'empoisonnement de Lennox. Les images de sécurité pharmaceutique l'ont montré spécifiquement interrogé au pharmacien sur le dosage des enfants. Madame Merrick. Le détective Grave a déclaré lors de l'interview enregistrée, « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez acheté Benadryl pour enfants alors que votre fille n'a pas d'allergie documentée ?» Tarrant se déplaça sur sa chaise, son avocat chuchotant des conseils urgents. « Je pensais qu'elle pourrait développer des allergies. Vous savez à quel point les enfants sont. Mais vous avez dit aux médecins et aux agents qui répondaient que vous ne gardez pas des antihistaminiques dans votre maison. J'ai oublié l'achat. Comme je l'ai dit, j'étais sous stress. » Les tombes détectives ont glissé un dossier de manie sur la table. Ce sont vos enregistrements de téléphone portable, Madame Merrick. Ils montrent 47 appels à Miles Corbin au cours du dernier mois, y compris une conversation de 20 minutes le matin, votre fille a été empoisonnée. Je ne connais aucun Corbin Miles. Monsieur Corbin était à l'école de votre fille le jour de l'incident. Plusieurs témoins peuvent vous placer en conversation avec lui. Détective Grave a ouvert le dossier. Il a également été arrêté ce matin. Le sang-froid de Tarrant a craqué. Arrêté pourquoi? Conspiration pour commettre un enlèvement, une mise en danger des enfants, une contrefaçon et un complot pour déposer de faux rapports de police. Détective Grave a consulté ses notes. Sous les interrogatoires, Monsieur Corbin a fourni une déclaration détaillée sur votre relation et vos plans pour quitter le pays avec votre fille. Il ment, n'est-ce pas? Parce que nous avons également exécuté un mandat de perquisition sur sa propriété. Nous avons trouvé une chambre préparée pour votre fille, des documents juridiques forgés avec votre signature et un calendrier détaillé pour votre plan d'évasion. Des tombes détectives se penchèrent en avant. Monsieur Corbin affirme que vous avez initié l'ensemble du programme et qu'il a été manipulé pour vous aider. L'avocat de Tarrant a appelé à une récréation, mais les dommages ont été causés sous pression et faisant face à de graves accusations fédérales. Miles Corbin avait lancé Tarrant complètement sous le bus, se peinant comme un imbécile d'amour manipulé par une femme calculée. Sa déclaration a fourni les détectives en échange d'une phrase réduite, à détailler tous les aspects de leur plan. Tarrant s'était approché de lui 6 mois plus tôt, affirmant que son mari était violent et qu'elle avait besoin d'aide pour s'échapper. Elle l'a convaincu de louer la cabine et de se préparer à Lennox, lui disant qu'ils finiraient par se marier et élever l'enfant ensemble. L'empoisonnement avait été l'idée de Tarrant, un moyen de créer des preuves de la négligence de Cole qui pouvaient être utilisées devant les tribunaux. Miles s'était opposé, mais Tarrant lui a assuré que la dose était trop petite pour causer des dommages permanents. Les fausses allégations de violence domestique ont été la phase finale conçue pour donner à Tarrant un couvert légal pour avoir disparu avec Linux tandis que Cole a combattu les accusations. Elle m'a dit qu'il était dangereux. Miles a déclaré que dans sa déclaration enregistrée, a déclaré qu'il avait menacé de la tuer si elle tentait de partir. Je pensais que je protégeais une femme et son enfant. Les preuves enregistrées ont raconté une autre histoire. Les conversations téléphoniques entre Tarrant et Miles l'ont révélé comme l'architecte de l'ensemble du plan. Calculant froidement chaque étape et rejetant les préoccupations de Miles concernant les conséquences juridiques. Dans un enregistrement particulièrement accablant, Tarrant discute de Cole avec une cruauté décontractée. Il est trop méthodique pour soupçonner quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au moment où il découvre ce qui se passe, nous serons au Canada et il luttera contre des accusations de crime. Armé de cette preuve, le procureur de district a déposé des accusations officielles contre Tarrant. Tentative d'enlèvement, de mise en danger des enfants, de complot, de contrefaçon, de parjure et de dépôt de faux rapports de police. L'ordonnance d'interdiction contre Cole a été rejetée et la garde d'urgence a obtenu l'attente d'une audience complète. Ce soir-là, Cole s'est assis dans le salon de René tandis que Lennox colore à la table basse, enfin sûr et ignorant de la machinerie légale qui grince vers la justice. « Papa, quand pouvons-nous rentrer à la maison ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son dessin. « Bientôt, ma chérie, très bientôt. » Ra lui tendit une tasse de café et s'assit à côté de lui sur le canapé. Que se passe-t-il maintenant? Cole a regardé sa fille ombrer soigneusement une photo de leur maison, avec les 3 membres de la famille debout dans la cour avant. Mais dans son dessin, Tarrant n'était maintenant qu'un contour vague, à peine plus qu'une ombre. Maintenant, nous nous assurons que cela ne se reproduise plus. Le procès a commencé 3 mois plus tard dans une salle d'audience du centre-ville de Portland qui ressemblait plus à une salle de réunion d'entreprise qu'à un endroit où les familles ont été détruites. Cole était assis dans la galerie derrière la table du procureur, regardant Tarrant entrer dans des menottes,
dans une combinaison orange qui a drainé toute la couleur de son visage. Mais elle avait perdu du poids pendant son séjour dans la prison du comté. Et la femme confiante qui avait autrefois manipulé tout le monde autour d'elle avait maintenant l'air petite et vaincue. Lorsque ses yeux ont trouvé Cole à travers la salle d'audience, il a vu quelque chose qui aurait pu être regret, mais était plus probablement la peur des conséquences qui l'attrape finalement. La procureure de district, Patricia Valdez, a ouvert avec une déclaration qui a présenté l'affaire en termes brusques. Mesdames et messieurs du jury, c'est un cas sur une mère qui a choisi d'empoisonner son propre enfant dans le cadre d'un plan élaboré pour voler cet enfant à son père et fuir le pays. L'avocat de la défense de Tarrant, un défenseur public du nom de James Morrison, a tenté de la peindre en tant que victime de violences domestiques qui avait fait des choix désespérés pour protéger sa fille. Mais les preuves contre elle étaient écrasantes. Et la coopération de Miles Corbin avait supprimé toute possibilité de prétendre qu'elle avait agi seule. Le premier témoin de l'accusation était le détective Grave, qui a méthodiquement présenté les preuves physiques, les reçus de pharmacie, la bouteille de pilule avec les empreintes digitales de Terran, les données de suivi du GPS et les images de surveillance des caméras de cuisine de Coles. Au cours de mes 20 années d'enquête sur les crimes contre les enfants, le détective Grave a déclaré, « J'ai rarement vu un comportement aussi prémédité et calculé d'un parent. » Lorsque Morrison a contre-interrogé, il a tenté de suggérer que la surveillance de Cole de sa femme était la preuve d'un comportement de contrôle, mais que le détective Grave l'a fermé rapidement. La surveillance de M. Merrick a commencé après l'empoisonnement de sa fille et il soupçonnait que sa femme était responsable. Ses actions étaient celles d'un père protégeant son enfant, pas un mari essayant de contrôler sa femme. Le deuxième jour de témoignage s'est concentré sur les documents falsifiés et le plan d'évasion trouvé dans la cabine de Miles Corbin. Des experts en écriture manuscrite ont confirmé que Tarrant avait signé les faux papiers de garde et aidé à créer le certificat de naissance fabriqué. Mais c'est le témoignage de Miles Corbin qui a donné le coup final à la défense de Tarrant. Prenant position dans des chaînes, l'ancien soldat a peint une image de manipulation et de tromperie qui a remonté des mois. Sous serment, il a décrit comment Tarrant l'avait séduit avec des histoires d'abus et des promesses d'une nouvelle vie ensemble. Elle m'a dit que Cole était violent et instable. Miles a témoigné, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, a dit qu'il avait menacé de la tuer si elle tentait de partir. Elle m'a montré des ecchymoses sur ses bras et a dit qu'il l'avait fait. Avez-vous déjà vu M. Merrick étant violent envers sa femme? Valdez a demandé, non, je ne l'ai jamais rencontré jusqu'au jour de l'école. Vous avez interrogé Madame Merrick sur les incohérences de ces histoires? Miles regarda vers Tarrant, qui regarda droit devant sans expression. Quand j'ai posé trop de questions, elle se mettrait en colère. Donc, je ne lui faisais pas confiance que j'étais comme tous les autres hommes qui l'ont déçu. Le témoignage le plus dommageable est venu lorsque Valdez a joué les conversations téléphoniques enregistrées entre Tarrant et Miles. Le jury a écouté dans un silence horrifié tandis que Tarrant a discuté avec désinvolture d'empoisonnement de sa fille et encadrant son mari. La dose doit être suffisamment petite pour qu'elle ne soit pas gravement blessée, mais suffisamment grande pour que l'hôpital devra le signaler, a déclaré la voix de Tarrant à travers les haut-parleurs d'audience. Une fois que CPS s'implique, je peux commencer à construire le récit des abus. La dévotion à Linux. Scène 2. Un homme d'âge moyen qui avait pris des notes attentives tout au long du procès, se tenait avec un papier plié dans ses mains. Nous avons, votre honneur, sur la tentative d'enlèvement au premier degré. Comment trouvez-vous coupable de l'accusation de mise en danger des enfants au premier degré? Comment trouvez-vous coupable de l'accusation de complot pour commettre un enlèvement? Comment trouvez-vous coupable? La litanie s'est poursuivie à travers les 7 accusations. Coupable. 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 Cole ne ressentait aucune satisfaction en regardant les épaules de Tarrant trembler de sanglots silencieux. Ce n'était pas la justice. Ce fut simplement la conséquence inévitable de ses choix. La justice augmenterait les Knox en sécurité. Loin du chaos Tarrant avait essayé de créer. Le juge Hendrick a prévu une condamnation pour la semaine suivante, mais elle s'est adressée à Tarrant directement avant d'ajournement. Madame Eric, j'ai présidé de nombreux cas difficiles impliquant des crimes contre les enfants, mais j'ai rarement rencontré une telle trahison calculée de la confiance fondamentale entre le parent et l'enfant. Vos actions ont mis en danger la vie de votre fille et la traumatisèrent d'une manière qui pourrait prendre des années à guérir. L'audience de détermination de la peine a eu lieu le vendredi suivant. Cole est arrivé tôt et s'est accroché au premier rang où Tarrant pourrait le voir clairement. Lorsque le BEF l'a amené dans la salle d'audience, elle a immédiatement trouvé son visage et a tenu son regard pendant plusieurs longues secondes.
Le juge Hendrix a examiné le rapport de préparation et les déclarations d'impact avant de s'adresser à Tarrant. Madame Merrick, vous avez le droit de faire une déclaration avant d'imposer une phrase. Souhaitez-vous le faire? Tarrant se tenait lentement, ses mains tremblant en agrippant le podium. Quand elle a parlé, sa voix était à peine audible. Votre honneur, je sais que j'ai fait des erreurs. J'étais confus et effrayé, et je n'ai pas géré les choses de la bonne façon. Elle se tourna vers Cole, des larmes coulant sur son visage. Cole, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu dire que les choses allaient aussi loin. Si vous pouviez trouver dans votre cœur de demander une phrase réduite pour le bien de Lennox. Cole s'est levé lentement, son mouvement provoquant une ondulation d'attention dans toute la salle d'audience. Le juge Hendrix a haussé un sourcil, mais ne s'est pas opposé quand il s'avança. Votre honneur, puis-je répondre? Vous pouvez. Cole se dirigea vers 10 pieds de Tarrant, assez proche pour voir l'espoir désespéré dans ses yeux. Quand il a parlé, sa voix était calme et claire. Tarrant, tu n'as pas fait d'erreur. Vous avez fait des choix. Vous avez choisi d'empoisonner notre fille. Vous avez choisi de forger des documents juridiques. Vous avez choisi de déposer de faux rapports de police. Vous avez choisi d'essayer de voler Lennox dans la seule maison stable qu'elle ait jamais connue. Le visage de Tarrant froissé, mais Cole a continué sans pitié. Vous m'avez demandé de trouver le pardon dans mon cœur. Mais le pardon nécessite des remords, et les remords nécessitent d'accepter la responsabilité de ce que vous avez fait. Vous appelez toujours vos erreurs de crime et me demandant de vous aider à échapper aux conséquences. Il se rapprocha, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Il n'y a pas de pardon ici, Tarrant. Seules les conséquences. Vous avez essayé de m'effacer de la vie de ma fille et vous l'avez utilisée comme une arme pour le faire. La seule miséricorde que vous méritez, c'est que je ne demande pas la phrase maximale. Cole s'est tourné vers le juge Hendrix. Votre honneur, je demande que Madame Merrick purge la phrase que vous jugez appropriée sans possibilité de libération anticipée. Ma fille a besoin de savoir que lorsque quelqu'un essaie de la blesser, il y a de réelles conséquences. Le juge Hendrix hocha la tête en tête. Monsieur Merrick, merci pour votre déclaration. Madame Merrick, veuillez être assis. Le juge a consulté ses notes pendant plusieurs minutes avant de prononcer la peine. Madame Merrick, vos crimes représentent une trahison profonde de la relation la plus fondamentale de notre société qui entre le parent et l'enfant. Vous avez mis en danger la vie de votre fille, tenté de la voler à son père et créé des mensonges élaborés pour couvrir vos actions. Compte tenu de la nature préméditée de ces crimes, de la vulnérabilité de la victime et du traumatisme durable infligé, je vous condamne à 12 ans au département correctionnel de l'Oregon sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 6 premières années. Tarrant s'est effondré sur sa chaise comme si les mots étaient des coups physiques. Son avocat a mis une main stabilisatrice sur son épaule, mais elle était au-delà du réconfort. De plus, je publie un permanent ordonnance d'interdiction interdisant tout contact avec un enfant mineur et je mettrai fin à vos droits parentaux en vigueur immédiatement. Alors que le BEF se déplaçait pour escorter Tarrant en détention, elle a tourné une dernière fois vers Cole. Sa bouche se déplaçait silencieusement, formant des mots qu'il ne pouvait pas entendre, et elle était partie, a disparu par la porte qui a ramené aux cellules de maintien. Cole est resté assis alors que la salle d'audience a vidé, traitant la finalité de ce qui venait de se produire. 12 ans Linux aurait 17 ans lorsque Tarrant était admissible à la libération. Assez vieille pour prendre ses propres décisions concernant le contact avec sa mère biologique. 6 mois plus tard, Cole se tenait dans la nouvelle chambre de Linux, en regardant Megan installer la dernière étagère sur le mur. Ils ont acheté une maison à travers la ville, plus petite que leur ancien endroit, mais brillant et propre avec une cour où Linux pourrait jouer en toute sécurité. Cela devrait le faire, a déclaré Min, recula pour admirer son travail. Elle a assez de stockage pour environ 1000 livres maintenant. Elle en aura besoin. Cole lui a tendu une bière de la petite glacière qu'ils ont apportée à l'étage. Merci d'avoir aidé à cela. À tout moment, frère. Comment s'adapte-t-elle? Cole a regardé par la fenêtre vers l'arrière-cour où Lennox jouait sur le swing qu'ils avaient installé le week-end précédent. Renée s'est assise sur les marches du porche en lisant un livre, mais en gardant un œil sur sa nièce honoraire. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Elle fait encore des cauchemars parfois, mais ils deviennent moins fréquents. Et vous, Cole, vous avez considéré la question. Je dors mieux en sachant qu'elle est en sécurité. Ils ont travaillé dans un silence confortable pendant une autre heure, suspendu des photos et organisant des meubles. Quand ils ont fini,
la salle semblait appartenir à un enfant heureux de 6 ans plutôt qu'à un enfant qui avait survécu au traumatisme. Ce soir-là, après que Min et Rina soient rentrés chez eux, Cole s'est assis sur le lit de Linux, lui lisant une histoire sur une courageuse princesse qui s'est sauvée. Linux a interrompu à mi-chemin. « Papa, maman revient-elle jamais ?» Cole redoutait cette question depuis des mois, mais quand elle est finalement venue, il a découvert qu'il était prêt pour cela. « Non, chérie. Maman a fait de très mauvais choix, et elle doit rester à l'écart pour un longtemps. Pour toujours. Elle est partie pour de bon. » Lennox a considéré cela avec une expression sérieuse qu'elle avait héritée de lui. « Êtes-vous triste à ce sujet ?» Cole a mis le livre de côté et a regardé directement dans les yeux de sa fille. « Je suis triste qu'elle te blesse, mais je ne suis plus triste qu'elle ne puisse plus te blesser. Quelqu'un d'autre essaiera-t-il de me blesser ?» Cole s'agenouilla à côté du lit et prit les petites mains de Lennox dans les siennes. « Je ne laisserai plus jamais personne vous blesser, jamais. C'est une promesse. » Lennox hocha la tête solennellement, puis le serra dans l'étreinte avec l'intensité féroce d'un enfant qui avait appris que le monde pouvait être dangereux, mais que certaines personnes pouvaient se faire confiance complètement. Après qu'elle se soit endormie, Cole est allé à son bureau à domicile et a ouvert un classeur où il a gardé tous les documents juridiques du procès. Tout a été organisé et garanti, des documents de garde, des ordonnances de contente et des dossiers financiers qui ont assuré que l'avenir de Linux était protégé. Il a ouvert son ordinateur portable et a tapé une dernière entrée dans le dossier de preuves qu'il avait maintenu tout au long de l'enquête. Jour 247. Taran Merrick condamné à 12 ans d'emprisonnement. Droits parentaux résiliés en permanence. Linux s'ajustait bien à la nouvelle maison. Case fermée. Cole a enregistré le fichier. Et puis pour la première fois depuis que tout a commencé, il s'est permis de ressentir le poids total de ce qu'ils avaient survécu. Il était assis seul dans son bureau et pleura tranquillement pour ne pas réveiller Lennox, mais complètement. Il a pleuré pour le mariage qui avait été construit sur des mensonges, pour la famille qui avait été détruite par la trahison, et pour l'innocence, sa fille avait perdu. Puis il séchait les yeux, ferma l'ordinateur portable et est allé vérifier Lennox une fois de plus. Elle dormait paisiblement dans sa nouvelle pièce, entourée de livres et de jouets, et la certitude absolue que son père la protégerait de tout ce qui a essayé de lui faire du mal. Cole se tenait dans sa porte pendant longtemps, la regardant respirer. Demain, il l'emmènerait à son premier jour de première année dans leur nouveau district scolaire. Il construisait de nouvelles routines, se faisait de nouveaux amis et créerait une vie basée sur la vérité plutôt que sur la tromperie. Taran avait essayé de l'effacer de la vie de sa fille, mais en fin de compte, elle ne s'était effacée que. Cole a éteint la lumière du couloir et est allé dans sa propre chambre, enfin prêt à dormir sans craindre ce que demain pourrait.